Madame, monsieur, bonsoir. Évidemment, heureux de vous retrouver à nouveau, lendemain de la fête nationale de l'unité, événement au cours duquel on n'a pas assez décrypté le rôle de la femme dans la marche de la nation. En deuxième partie de cette émission, nous aurons un panel essentiellement composé de femmes qui chacune a une histoire, son histoire plus ou moins liée au rôle que les femmes jouent dans la lutte pour la liberté. Unité nationale, le rôle des femmes, je l'ai dit, ce sera en deuxième partie de l'émission avec des panélistes bien connus, Henriette Tekoué, journaliste et combattante des premières heures, qui a été évidemment directeur de publication, Maître Alice Comme, avocate également combattante dans la lutte pour plus de liberté depuis la nuit des temps, Bergeline Domou du CPP, Pedmi Chatou Tita, Mother of the Nations, également une organisation qui évidemment se donne à la lutte pour plus de liberté. Mais avant ce moment-là, nous allons parler avec le premier panel d'invités qu'on a déjà sur le petit écran de l'immigration clandestine. On a vu il y a quelques semaines une véritable ferme humaine en Libye. Hommes, femmes, enfants et bébés d'ailleurs, dans une ferme très mouvementée. Tous ces Africains étaient enfermés dans des petites cages, limitant leur mouvement comme des bêtes sauvages. Ils étaient tous en piteux état. Les images qui évidemment ont révélé des réalités dont on parle pas assez. Notamment le trafic d'êtres humains. Tenez par exemple, un rein coûte selon des sources 262 000 $, environ 131 000 francs CFA. Le coût du cœur, 119 000 $, 60 millions de francs CFA environ, et celui du foie, 157 000 $, 79 millions de francs CFA. Comprendre les raisons d'une telle barbarie, ce sera donc l'objet du premier thème, immigration clandestine, comprendre les raisons, avec pour invité Philippe Nanga. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Salut à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous regardent en ce moment. Un visage bien connu, Un Monde à Venir, c'est une organisation non gouvernementale évidemment qui se déploie également dans ce secteur-là. Maurice Somo, bonsoir. Bonsoir mon cher Dipita, et merci de m'avoir invité ce soir. Psychosociologue, évidemment, on va essayer de comprendre avec lui les raisons d'un tel phénomène. Docteur Joël Raphaël Ouansi, bonsoir. Bonsoir. Internationaliste, oui. Lui peut-être juriste par ailleurs, ouais. Peut-être davantage déblayer le côté juridique. Et puis Hervé Tchemeleux, lui il est du Centre de médias africains. C'est une structure du côté de l'Allemagne qui, évidemment, se déploie également dans ce secteur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes de la diaspora, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. C'est diaspora. C'est diaspora. Bon, bref. On parle de l'immigration. Derrière la transition, on va donc prendre ce premier thème. Je vais peut-être commencer avec vous, Philippe, parce que, évidemment, vous travaillez dans ce domaine. Si on peut déblayer un peu l'environnement, l'état des lieux, en termes d'immigration clandestine, vous qui approchez ces gens-là, que diriez-vous d'entrée? D'entrée, je dirais que le terme immigration clandestine, je vais peut-être vous surprendre, aujourd'hui est problématique. Ok. Les organisations de défense des droits de l'homme ne sommes pas à l'aise avec ce terme d'immigration clandestine. Nous parlons plutôt de migrants en conflit avec la loi. Ok. Parce que en réalité, la migration, c'est-à-dire le droit de se déplacer, d'aller et de venir, est consacré par un certain nombre d'instruments, donc reconnus comme un droit. Par conséquent, nous ne sommes pas à l'aise avec le fait qu'un droit soit clandestin. Voilà. Alors, l'état des lieux, en réalité, c'est une problématique importante depuis quelque temps, au vu de la situation socio-économique mondiale. On en parle beaucoup, c'est inscrit dans les politiques publiques. Ça pose des problèmes. L'extrême droite en use pour se positionner sur le plan politique. C'est vraiment un sujet qui devient politique, mais il faut savoir que pour nous, qui travaillons dans ce domaine-là,
nous avons exploré pour comprendre pourquoi est-ce que ça semble poser de problème. En réalité, la question de la migration pose problème dans le champ politicien. Ok. Parce que les politiciens instrumentalisent la migration en réalité pour, j'allais dire, apathir les électeurs. Vous allez voir, il y a un grand débat maintenant avec les élections européennes où des gens se positionnent pour ou contre la migration. La migration devient un peu le sujet qui va déterminer l'électorat. Donc, c'est un sujet plutôt qui fait l'objet d'appropriation des politiciens depuis quelques années, mais un sujet qui est instrumentalisé parce que je dois vous dire qu'on parle d'immigration clandestine, mais dans les pays européens, on les connaît, ils sont tracés, ils font du boulot, ils sont recrutés par des entreprises bien connues, et là, ils ne sont pas clandestins. Ok. Ils ne sont pas clandestins, et donc, du coup, je vous prendrai un cas qui est proche de nous, c'est la Guinée équatoriale. Oui. Parce qu'un Monde Avenir travaille sur cette question-là, mais essentiellement dans la sous-région, même au niveau international. Mais nous avons installé dans les frontières du Cameroun des observatoires pour voir les mouvements des personnes. Donc nous allons régulièrement à Kiossi, à Campo. Vous avez des statistiques? Malheureusement, je ne les ai pas parce que nous travaillons avec depuis quelques années. Et donc les refoulés, nous les avons, chaque fois on les comptabilise, en tout cas les chiffres officiels, nous les avons très souvent. Là, on prépare justement le mois prochain, en juin, on va descendre à Kiossi, à Campo, pour rencontrer les migrants qui sont là-bas. Je vais vous dire, par exemple, à la frontière de Kiossi, il s'est mis en place un réseau des passeurs qui, évidemment, travaillent à faire rentrer des gens qui, à un moment donné, sont utilisés par des entrepreneurs. Et quand le moment arrive de payer cette main-d'œuvre-là, ils sont pourchassés, récupérés et renvoyés aux frontières. Donc, ils sont roulés. Ils sont roulés. Et donc, les mêmes personnes reprennent la même voie pour répartir. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a un réseau qui se met en place au détriment des personnes dites migrantes irrégulières. Et c'est comme ça qu'ils se font de l'argent sur le dos des personnes migrantes. Voilà un cas bien précis. Tout comme vous pouvez voir, installé à Kiossi, n'est-ce pas, dans les deux côtés, c'est-à-dire du côté Cameroun comme du côté de la Guinée équatoriale, tous les Camerounais qui doivent aller là-bas et les Guinéens qui doivent entrer doivent payer de l'argent. C'est 2000 francs pour entrer au Cameroun, systématique qu'ils payent. Ça va dans aucune caisse, c'est pas connu officiellement, mais ils payent cette somme d'argent là pour rentrer, ils laissent leurs pièces d'identité, ils vont faire leurs courses et au retour ils reprennent les pièces d'identité et repartent. Vous voulez aller en Guinée, vous faites pareil. Vous payez 2000 francs, vous laissez votre pièce d'identité, vous allez faire les courses et vous revenez, vous récupérez votre pièce d'identité. Vous voyez un peu que finalement la question de la migration clandestine se pose en réalité comme est-ce que c'est vraiment un problème ou alors c'est plutôt instrumentalisé, n'est-ce pas, utilisé sur le plan politique pour... Qu'en dit le juriste? Il faut penser que les États ont d'abord des droits internes. Ces droits internes ne traduisent tout ce que les États recherchent en matière de circulation des personnes. Il s'agit de la problématique de la circulation des personnes. Quel est le droit qui régit la circulation des personnes sur le plan universel, sur le plan régional et sur le plan du moins interne? Je vais arriver. Pour dire ceci, que l'immigration est un fait social, d'abord. À quel moment les problèmes, le phénomène de la migration commence à constituer une préoccupation pour les États? Il faut revenir à la crise économique de 1986 et la fin de la guerre froide. Après la guerre froide, des nouveaux pôles se sont constitués. Des nouveaux pôles qui étaient des nouveaux pôles économiques. Le Nord étant très riche et le Sud suffisamment pauvre. Et la seconde étape a été la montée ou bien l'émergence du numérique. Le numérique a présenté au monde du Sud le monde oriental, le monde occidental, je vous en prie. Et ce monde occidental a été présenté sous une image qui a séduit et qui continue de séduire notre jeunesse. N'oublions pas que la force de travail se trouve en Afrique,
puisque l'Afrique regorge de plus de 70% de jeunes. Alors, j'ai parlé de la fin de la guerre froide, j'ai parlé du numérique, j'ai parlé de la crise économique de 1986 plus particulièrement. Donc il va tracer une nouvelle géopolitique de la migration. De même, vous voyez des désespérados qui veulent traverser le Mexique et rentrer aux États-Unis. De même, vous voyez des Africains qui traversent la Méditerranée pour vouloir rentrer en Europe. Alors, il y a d'autres phénomènes qui sont rentrés en jeu dans les relations internationales, qui ont activé le phénomène, qui ont renforcé le phénomène d'immigration du sud vers le nord. Sont les guerres et notamment le terrorisme. Le terrorisme a joué un rôle néfaste dans les déplacements des populations. Constatez avec moi aujourd'hui que toute la bande sahélienne est soumise à une guerre des djihadistes, à une pression des djihadistes. Donc, j'ai ici essayé d'établir rapidement les causes de ce phénomène migratoire. Bon, maintenant, comment les États ont réagi en termes de droit? C'est là que le problème se pose. Les États ont réagi en termes de droit, c'est que les frontières se sont fermées. Radicalisation. Même si la radicalisation ne dit pas son nom dans certains États démocratiques, c'est une forme de radicalisation. Les Camerounais rentraient sans visa en Allemagne. En France, dans les années 70, la traversée était facile. Envoyer un enfant étudier en France, c'était la chose la plus banale. J'ai pris le cas du Cameroun. Et puis, entre nous, Africains, il y avait l'OCAM, Organisation Commune Africaine et Malgache, qui faisait que les francophones voyageaient dans les pays africains sans problème. Donc, même le Cameroun a imposé le visa à certains pays qui étaient des pays amis comme la Côte d'Ivoire. Entre Côte d'Ivoire et Cameroun, il y a des visas. Donc, les États ont établi des visas. Et les politiques, les directives européennes se sont renforcées en déterminant qui pouvait rentrer dans l'espace Schengen et qui ne pouvait pas rentrer. Certains États même ont menacé de sortir de l'espace Schengen si les politiques migratoires n'étaient pas suffisamment éclaircies. On est arrivé même à la politique de quotas. Tout ça, c'est le droit qui a préparé tout ça. Ce sont des réponses de droit au phénomène migratoire. Bon, je vais laisser... Absolument, je vais interroger vraiment celui qui a... J'ai fait du screenshot pour dire l'image de la société. Je veux dire que on met ce phénomène davantage comme étant un phénomène de paupérisation, c'est-à-dire que des populations pauvres qui veulent aller dans l'Eldorado, voire avoir une meilleure vie. Mais quand on regarde quand même les fonds que ceux qui se lancent mobilisent pour partir, comment les familles se déploient pour faire partir un enfant, on s'interroge sur la pertinence même de cette pauvreté, je veux dire, illusoire. Pour rebondir directement à cette observation que tu fais, en réalité, on peut mobiliser 10 millions pour faire partir un membre de la famille. L'idée qu'il y a en arrière-plan, c'est que il suffira de renvoyer 2-3 voitures, un conteneur et puis tout est amorti. Du coup, par rapport à l'investissement qui est fait, cela ne représente absolument rien. Vous comprenez pourquoi des gens sont prêts à vendre tout ce qu'ils sont. Parfois, il y en a qui vendent toute une propriété et la famille va en location parce qu'on a trouvé le moyen de faire partir l'enfant. C'est que le retour sur l'investissement est extrêmement important. Donc là-dessus, l'explication est toute simple. Mais je voudrais rebondir à ce que lui disait tout à l'heure, pour lui qui prend une justification, qui justifie les choses à partir des années 86 avec la fin de la guerre froide. Moi, je dirais plutôt que la nature des rapports entre l'Afrique, entre l'Occident et la périphérie, parce que le centre, c'est l'Occident, et tout le reste du monde, c'est la périphérie, la nature l'inclination de ces relations commence pratiquement un peu avant la colonisation. Parce que lorsque les premiers blancs explorateurs arrivent chez nous, et avec la découverte de l'autre,
il y a l'instinct de domination automatique qui naît avec un rapport par lequel ils leur disent le centre c'est là-bas et si vous êtes à la périphérie. Absolument. Donc il y a une forme de domination psychologique par laquelle ici où on se trouve, on a l'impression qu'on est à la périphérie du monde. Et tant qu'on n'est pas arrivé au centre du monde, en fait, on n'existe pas. Je ne vous dis rien de nouveau si je vous apprends par exemple que dans certaines tribus, pour ne pas manquer de respect à la tribu qui m'abrite aujourd'hui, que lorsqu'on ne disait pas si tu n'es pas allé chez les Benguais, si tu parles Benguais, en fait tu n'as été rien du tout. Donc du coup au nom de cette image, au nom de cette conception de la structuration du monde, il y a donc sur le plan psychologique l'idée que il faut absolument partir en Europe. Ajoutez à cela, ce qu'on évoquait en début tout à l'heure, c'est l'impact économique. Naturellement, on a vu à un certain moment donné que tous qui sont partis, vous avez fait bien de le dire, car à un moment donné, c'était extrêmement facile d'aller en France et tout cela. Ceux qui sont partis dans ces conditions extrêmement faciles et qui ont trouvé du boulot extrêmement facilement, qui ont trouvé des créneaux, qui ont ouvert des créneaux, ont beaucoup investi dans le pays. Ils sont revenus, il y en a qui ont fait de belles maisons, il y en a qui ont apporté des voitures, qui ont fait tout cela. Tout cela a concouru automatiquement à démontrer que, en réalité, le bien, c'est de l'autre côté. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément s'appuie, en fait, sur le fait que la notion de migration, migrer. Après, ailleurs, en géographie ou dans d'autres domaines, on parle de transhumance, on parle utilisons le concept que nous voulons, mais lorsqu'un être humain part d'un point A à un point B, pour s'implanter, cela veut dire concrètement qu'au niveau du point A, soit il a totalement fini d'exploiter ce qui pouvait lui être utile, soit il ne trouve plus les conditions idéales pour sa survie, pour son existence. On le voit d'ailleurs très facilement chez les Pygmées. Les Pygmées, n'est-ce pas, dans leur forme de migration, appelons ça comme ça, de nomadisme, ils partent d'un point où, lorsque peut-être un de leurs est décédé, ils pensent que le coin est maudit, ils quittent. Absolument. À un moment donné, des Africains, surtout les jeunes, commencent par admettre l'idée que l'Afrique est maudite. C'est-à-dire que le misérabilisme, je veux qu'on distingue bien le misérabilisme et la misérabilité. Le misérabilisme qui est un état d'esprit qui habite la jeunesse africaine et la misérabilité qui est un fait que les Africains, mais parlons plutôt du misérabilisme qui a envahi la mentalité et la conscience des jeunes Africains, ont fini par leur faire comprendre que l'Afrique était maudite. Et donc, il fallait forcément vers la terre promise. C'est des faits. On ne peut pas aller contre ces faits. Ça va toujours se passer comme ça. Hervé, oui. Alors vous êtes de l'autre côté de la rive. Je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que tous les spécialistes ici nous ont expliqué les raisons plus ou moins pour lesquelles on se déploie. Mais vous accueillez, je présume, ou alors vous êtes en contact avec ceux qui arrivent, dans le cadre du centre de médias africains. Comment se présente la problématique là-bas? Je veux dire, déjà, comment vous vous déployez, quelles sont vos actions, mais ceux qui arrivent, leur intégration, pas forcément sur le plan juridique, mais je veux dire, leur intégration, voilà, sur le plan social, sur le terrain sur lequel ils arrivent. Comment vous les accueillez? Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Comment ils sont insérés? Comment font-ils pour obtenir des papiers et puis poursuivre la vie pour ceux qui peuvent? Oui, déjà, moi je suis parti de cela 18 ans aujourd'hui. Immigré clandestin? Non, comme il a dit, d'abord, il n'y a pas d'immigration clandestine parce que la migration existe depuis que l'homme existe sur Terre. Absolument. Donc c'est la chose la plus naturelle qui existe. Mais pour migrer, il y a des lois qui régissent la migration. Et en réalité, nous parlons de migration irrégulière. Je pense que vous êtes en Allemagne. Oui, je suis en Allemagne. Donc nous parlons de migration irrégulière. Et parce qu'il y a des lois. Déjà, même ici, à l'intérieur du Cameroun, pour quitter Douala et arriver à Yaoundé, il vous faut votre pièce d'identité. Sinon, vous êtes arrêté. Combien de fois là, pour traverser les frontières de votre pays? Donc, il vous faut un passeport pour pouvoir migrer, pour pouvoir aller d'un autre côté. Vous avez demandé comment sont reçus ces migrants. Disons qu'il y a deux catégories. Il y a les gens qui y vont de manière régulière et qui
quand ils arrivent, essaient de trouver des associations sur place ou bien des frères, c'est-à-dire des Camerounais qui sont déjà, on essaie d'avoir des informations par rapport à ces frères qui sont déjà établis. Ok, donc vous établissez le contact. On établit le contact, on essaie aussi d'informer les nouveaux arrivants sur les réalités du terrain. Ça, c'est le premier fait. Maintenant, il y a le deuxième, ceux qui viennent sans papier. Alors, c'est eux qui ont vraiment des difficultés parce que, de un, ils n'ont pas de droit vraiment de circuler dans la ville dans laquelle ils se trouvent. Donc, ils sont régis, ils sont renfermés dans des endroits bien restreints. Et souvent, ces personnes, pour quitter des endroits où ils sont et arriver dans d'autres Camerounais, donc ils vivent ce qu'on appelle l'isolement. Ils sont vraiment seuls et c'est aussi cette pression psychologique parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Et ils passent toute la journée à la maison à ne rien faire. Et il y a cette pression qui amène certains même à déprimer et avoir des maladies de folie et autres. Donc, ce qui n'est pas vraiment... C'est-à-dire qu'ils regardent l'investissement, ils regardent le poids qu'ils laissent derrière et ils regardent l'avenir, se disent peut-être qu'ils ont raté. Voilà. Et puis, il faut aussi dire que ces gens qui arrivent de manière irrégulière, ce sont des gens qui ont perdu assez de temps en route, qui ont vécu un traumatisme. Ceux que vous avez rencontrés, et vous dites qu'ils arrivent comment? Non, ceux que j'ai rencontrés, beaucoup sont passés par la Libye. Okay. Ils sont arrivés en Libye, ils ont traversé la Méditerranée et après, certains ont grimpé par l'Espagne, à la frontière entre l'Espagne et le Maroc. C'est à Mélida, voilà. Donc, ceux qui arrivent, après avoir perdu 2-3 ans en route pour arriver, ils arrivent, ils n'ont absolument rien à faire, ils ne savent pas comment vivre et il y a cette pression des parents qui sont restés, qui attendent le retour à l'investissement. Donc, c'est la raison pour laquelle nous travaillons à demander, nous travaillons sur 2 points. Nous travaillons avec notre projet à demander à nos frères de ne pas migrer de manière irrégulière, de mieux se préparer, parce que c'est 2 ans, 3 ans, certains perdent même leur vie. J'ai eu à rencontrer quelqu'un qui a eu à enterrer son enfant au désert. Donc, ce qui fait que c'est vraiment très choquant, très éprouvant. Donc, nous travaillons sur ce point. Quand je viens ici, c'est pour pouvoir parler avec vous les rencontrez déjà ici au départ? Non. Maintenant, à l'heure actuelle où je suis au Cameroun, nous avons un projet qui s'appelle Mola Loukayambak. Nous allons vers des jeunes où on les explique que la migration irrégulière est une migration où on a de fortes chances de perdre sa vie. Okay. Et qu'il vaut mieux se préparer pour pouvoir prendre des voies légales. Et ça, c'est un point. Et justement, d'un autre côté, nous essayons de mettre la pression dans les États parce qu'il ne suffit pas de dire à voyager de manière légale. Il faut aussi pouvoir permettre qu'il y ait ces voies légales. Donc, nous essayons de faire la pression sur des États en leur demandant d'ouvrir les portes de manière pour que les gens puissent voyager de manière légale. Sinon, il y aura toujours de morts en Méditerranée. Alors, Philippe, est-ce que vous menez des actions de sensibilisation? Je veux dire, si oui, quand vous rencontrez ces jeunes, je vois un peu qu'on m'explique leur détermination. Ça vient d'où? Ça vient de quoi? Ça vient de... Je veux dire, vous discutez avec eux et qu'est-ce qu'eux ils vous disent en retour? Ça vient de la situation qu'ils vivent. Vous êtes journaliste, je sais que vous travaillez beaucoup avec les publics. Donc, si vous faites une enquête, vous allez voir des gens qui sont en souffrance. Moi, j'ai rencontré au Mali, à Bamako, il y a une association, à Rassem, l'association des refoulés d'Afrique centrale, qui existe, et c'est même géré par un Camerounais. Donc, ils ont un foyer. Tous ceux qui prennent justement la route Agadez, tout ça, par le Niger, la Mauritanie et tout, quand ils échouent, ils se battent pour rentrer, donc ils reviennent à Bamako et ils ont créé un foyer pour accueillir ces refoulés-là. J'ai rencontré effectivement des Camerounais qui sont là-bas. On avait d'ailleurs fait des vidéos où ils vous disent que non, eux, ils ne vont jamais rentrer au Cameroun, c'est-à-dire qu'ils sont déjà insérés. Ils vous racontent, ils vous racontent les souffrances. Ok, qu'ils ont laissé derrière. Qu'ils ont eu sur place, au désert, au chemin. Mais ils vous disent qu'ils vont quand même repartir là-bas. Parce qu'ici, ils ont perdu tout espoir. Monsieur Dipita, il faut vivre avec les publics pour comprendre les souffrances des gens. Donc quand vous ne côtoyez pas les gens, il ne faut pas comprendre. Quelqu'un qui
a eu des diplômes. Et je vais vous dire, nous travaillons avec beaucoup des amis maliens, mauritaniens, nigériens. Je suis dans un réseau d'ailleurs international qu'on appelle PATMI, Pan-African Network for Migrant Rights. Et donc on a tous ces réseaux-là qui travaillent, nous travaillons ensemble. Mais quand vous rencontrez des gens là-bas qui vous disent qu'ils ont vécu dans leurs différents pays, c'est pas évident. Ce sont des souffrances. Ce sont des souffrances qui amènent les gens à se dire: je vais essayer, je vais. Moi, j'ai essayé de décourager des gens. Il y a des gens qui viennent me voir ici pour me dire qu'ils veulent partir. Je me bats pour essayer de décourager. Même si un monde devient dans sa posture, nous luttons pour le droit à la migration. Mais nous déconseillons les gens de prendre le risque de la route. Entre-temps, nous faisons le plaidoyer, comme il a dit, pour rendre facile les départs. Parce que, je vais vous dire quelque chose, en réalité, les gens prennent les voies à risque. Parce qu'ils ont essayé les voies légales. Ah ouais. Donc c'est pas parce que c'est pas un choix. Hein? Si voilà, il y a des gens qui ont fait 2-3 tentatives de visa, ils n'ont pas eu. Ça, la minorité, la majorité n'ont même pas essayé, ils ne savent même pas là-haut. Mais ça aussi, non. En réalité, c'est que quand ça a commencé, parce que là, on est à un niveau. Mais au départ, il y a plusieurs personnes qui ont essayé. Après, il y a, vous savez, la communication qui passe, qui se partage par les gens qui disent non, c'est pas la peine. Moi, j'ai essayé 10 fois, ça n'a pas fonctionné. Et ça tourne comme ça. Du coup, les gens se disent ça sert à rien d'essayer. Il vaut mieux prendre la voie de la route et ainsi de suite. Donc, ici, on connaît, il y a les voies tracées. À partir des doigts là, comment ils marchent. Nous, on a fait des enquêtes là-dessus. Donc, pour vous dire, en réalité, c'est que les gens vivent un certain nombre de souffrances. Des fois, ils ont essayé plusieurs activités. Ça n'a pas fonctionné. Et ils se disent, il faut aller tenter ailleurs. Surtout, il a dit quelque chose. L'image, la représentation qu'on a de l'Europe. Et vous savez, quand nous sommes ici, on voit un gars qui arrive et qui achète un terrain, il commence à monter des immeubles. Vous savez pas ce qu'il fait en Europe. Vous voyez seulement l'immeuble qui monte, c'est un bengueté, comme on dit, voilà, il faraude les gens, la famille et tout. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il fait. Vous ne savez pas les souffrances qu'il vit. Mais, alors du coup, ça donne des envies. Ça crée des envies. Mais c'est quand les gens arrivent sur place qu'ils réalisent que ce n'est pas si facile. Si je n'ai pas appris à me battre ici, ce n'est pas là-bas que je vais m'en sortir. Absolument. Vous voyez un peu. Donc, en réalité, il faut reconnaître que c'est la somme des souffrances. Parce que moi, j'ai été... Je vais vous dire, c'était difficile de voir un gars qui vous fait le témoignage, vous dit, monsieur Nanga, moi j'ai failli mourir. J'ai même rencontré une Camerounaise qui a fait naissance au désert. Elle était avec son petit enfant à Bamako. Mais elle m'a dit non, moi je ne vais pas rentrer au pays. Je ne vais pas rentrer. La seule personne, on avait rencontré un jeune qui était très malade, et donc nous avons cotisé de l'argent pour le ramener au pays. Mais les autres nous ont dit non, nous on va retenter encore pour elle parce qu'au Cameroun on a tout essayé, on a perdu tout, c'est difficile, c'est pas possible, ainsi de suite. Donc en réalité, je crois qu'il y a un problème social qui mérite d'être exploré parce que bien que moi je peux garantir qu'il y a des opportunités dans notre pays, mais sauf que ces opportunités souvent ne sont pas connues, sont aussi objet d'un petit groupe de personnes. Et du coup, la grande majorité sont dans des souffrances énormes qui les poussent à prendre des risques importants. Parce que quand on vous dit qu'on a pris la route pour aller en Europe, on vous raconte seulement. Mais en réalité, c'est terrible, terrifiant de prendre la route pour aller vers l'Europe. Absolument. Oui, je voudrais intervenir pour dire qu'il y aura toujours des migrations. L'histoire de l'humanité est marquée par des migrations. Un célèbre migrant dans l'histoire de l'humanité, c'est Jésus-Christ lui-même. Même Mohamed, le prophète, était un migrant. Il est parti d'un point à un autre. Il y aura toujours des migrations. Mais il faut savoir et comprendre quelles sont les causes des migrations. Il y a, M. Nanga vient de dire, pourquoi quelqu'un peut-il braver autant d'obstacles, autant de pesanteurs, autant de dangers, autant de risques? C'est simple. C'est dû au fait que les politiques structurelles des États africains, depuis les années 80, depuis que la crise a frappé les États africains, les politiques structurelles n'ont pas donné de réponse réelle aux populations, notamment aux jeunes. Nous sommes restés dans les économies de traite.
on continuera de vendre notre cacao et notre café. Ça ne produit pas de plus-value, ça ne produit pas d'emploi. Les pays qui ont essayé de s'industrialiser ont maintenu leur population en place, notamment la Chine et certains pays comme l'Indonésie, la Malaisie et le reste. Les Malaisiens ne quittent pas leur pays, ils iront où? Ils ont tout là puisqu'ils sont passés au stade de l'industrie. Donc, il faut toujours rappeler que ce sont les échecs de nos politiques structurelles qui ont été marqués par des politiques du FMI et de la Banque mondiale qui essayaient de faire des ajustements de nos économies. Ces ajustements ont échoué. Et quand ces ajustements ont échoué, elles ont impacté surtout sur qui? Elles ont impacté sur la jeunesse. Et quand elles ont impacté sur la jeunesse, l'Occident l'a constaté. Elle ne pouvait pas, l'Europe ne peut pas accueillir la misère du monde. Et tenez-vous bien, ça a été très instrumentalisé, puisque lorsqu'on parle de migration africaine en Europe, cette migration africaine n'est pas aussi élevée qu'on le croit. L'immigration intra-africaine est plus élevée que l'immigration africaine vers l'Europe. 85%. Je vous dis que l'immigration intra-africaine, il y a près de 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Il y a près de 2 millions de Nigériens au Bénin. Il y a près de 2 à 3 millions de Zimbabwéens en Afrique du Sud. Donc, la migration vers l'Europe, en fait, est très instrumentalisée. Elle est brandie comme un épouvantail pour les gouvernements européens. Et ces gouvernements européens sont confrontés aux réactions de leur population. La première réaction, c'est l'extrémisme, le radicalisme. Absolument. C'est pourquoi vous voyez des partis populistes qui se développent en Europe. Donc la ligne géostratégique est tracée. Elle part de l'Espagne, du Portugal, jusqu'aux États-Unis, jusqu'à la frontière mexicaine. Donc, il faut garder les pauvres dans leurs économies de traite et dans leurs États que Trump qualifie d'États. Bon, il faut être... Alors, Maurice, je veux dire, quel est le discours qu'on peut passer justement à cette jeunesse ce soir? Bien, quel discours nous pourrons passer à notre jeunesse? C'est assez difficile lorsqu'on est arrivé à un certain niveau de décrépitude de la société. La jeunesse a tellement perdu l'espoir qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir par où faut-il véritablement commencer. C'est d'abord un problème de mentalité. C'est-à-dire que, d'abord, comme les uns et les autres ont dit, tout commence par l'acceptation de que le miracle africain est possible. C'est-à-dire admettre qu'il y a un miracle africain, il peut se réaliser. Alors, effectivement, cela doit être fortement accompagné, comme il a dit, par des politiques publiques qui vont rassurer cette jeunesse de ce qui est faisable. Mais avant d'y arriver, il faut une déconstruction au plan psychologique. C'est-à-dire détruire l'image du Eldorado occidental. Je veux dire que ça ne se détruit pas avec les paroles. Et ça ne se détruit pas. Il faut bien matérialiser un emploi. Il faut du concret. Il faut des choses suffisamment concrètes qui démontrent qu'en fait, ce que l'on voit de l'autre côté n'est que chimère. Bon, ça commence par quoi? Par des choses extrêmement simples. C'est-à-dire que ceux qui, comme il disait tout à l'heure, ont été en face de cette situation doivent être les premiers vecteurs qui doivent porter l'information vers la jeunesse et leur dire attention, ce que l'on vous dit, ce n'est pas absolument vrai. Mais malheureusement, comme de l'autre côté, en face, c'est-à-dire en Occident, vous ne suivrez jamais dans une télévision occidentale des propos du style « Attention, vous, Africains, ne venez pas chez nous ici parce qu'il n'y a pas le travail, parce que c'est difficile ici. » Ils vont toujours faire un effort pour donner l'image la plus positive possible et faire comme si c'est en réalité eux qui refusent que les gens ne viennent. Mais tous ceux qui réussissent à venir, en réalité, ont ce qu'ils veulent. Alors, ils veulent donc maintenir un système, un mode de relation avec l'Afrique, avec nous, et qui va continuer ainsi. Donc, il faudrait donc à ce niveau qu'un travail soit fait. C'est-à-dire il faut que nos États aillent vers ces États d'attraction pour leur demander de tenir un discours
un discours de la vérité, un discours de ce que eux-mêmes ils sont, de ce que c'est pas possible pour les Africains de trouver le bonheur qu'ils recherchent chez eux. Donc c'est ce que j'appelle donc un travail de déconstruction de l'image trop parfaite de l'Occident. Et maintenant, ensuite, tout cela doit se faire, n'est-ce pas, avec un ensemble de mesures d'accompagnement au plan local, c'est-à-dire que des jeunes, dans une forme de prise en charge réelle des initiatives de la jeunesse à tous les niveaux. Je vais vous dire, moi je suis fonctionnaire de la République du Cameroun. Je suis enseignant, je gagne bien ma vie. J'ai un salaire qui va avoisiner les 500 000 francs. Logiquement, je me sens bien. Je me sens bien chez moi, au Cameroun. Mais attention, quand je dis à un ami qui vient de la France, je lui dis j'ai un salaire de 500 000 francs, il convertit tout de suite en euros. C'est-à-dire que lorsqu'il a moins de 1000 euros, il dit oh là là, mais tu vis en dessous tu es en deçà du seuil de pauvreté. Vous voyez, ce type de discours a fait qu'aujourd'hui on trouve des enseignants qui ont mes qualifications, mais qui préfèrent s'expatrier. Ils sont au Canada, ils sont... Alors, vous comprenez que finalement le problème n'est pas un problème économique, c'est une question de mentalité. On a l'impression que ce qu'on touche au Cameroun, quel que soit ce qu'il est, ne sera jamais égal à un seul euro qui vient de l'autre côté. La preuve, quelqu'un va dire je préfère que je vais te donner 100 000 francs, il dit donne-les-moi en euros. Un peu comme si en euros ça avait un peu plus de valeur que du franc CFA à valeur égale. Donc, pour me résumer, monsieur Dipita, il y a donc d'abord au niveau de l'Occident, l'Occident doit projeter une autre image à l'Afrique. Il faut que les Africains, à travers les États, fassent un travail de déconstruction du mode de relation qu'il y a. Et quelque part aussi, il faut que nous, Africains, arrangeons chez nous. Et puis on ne partira pas. Je voudrais rebondir là parce que dire que demander à l'Occident de projeter une autre image de soi, c'est demander à quelqu'un de dire que je suis laid alors que je suis peut-être beau ou bien belle. Donc c'est difficile. Ouais. C'est difficile. Mais ce qui est sûr est qu'il y a un problème de mentalité. C'est pas tout ce que parce que ici actuel, c'est que tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qui vient surtout de l'Europe est bien. Alors c'est là où il faudrait. Là où je partage votre avis et là où il faudrait travailler. Mais je pense que il y a des possibilités de réussir en Europe. Et je suis certain que personne ici n'est contre que quelqu'un puisse aller réussir en Europe. Mais le problème, le problème véritable, ce sont les voies qui sont prises pour y arriver. Et c'est là où, pour moi, on devait s'y accentuer. Parce que c'est tout à fait normal pour moi de pouvoir voyager et de pouvoir acquérir de nouvelles impressions, de nouvelles informations, une nouvelle vie venant d'ailleurs. Hein, c'est ce qui est encourageable en réalité. Donc, le discours que vous tenez à ceux que vous rencontrez, c'est, je le dis comme ça, formaliser leur départ. C'est formaliser leur départ. C'est mieux le rendre régulier. Voilà, c'est le rendre régulier. Peut-être pas régulariser, mais le rendre régulier, c'est-à-dire mieux se préparer en avant et quand prendre les canaux officiels. Prendre les canaux officiels pour pouvoir y arriver. C'est là vous voulez rencontrer quand? Je veux dire, ça s'organise concrètement? Non, concrètement, à l'heure actuelle, nous allons aller dans 6 régions du Cameroun. Le Cameroun en a 10. Nous allons aller dans 6 régions du Cameroun. On va aller dans des lycées à travailler avec des gens de première et de terminale où on les informe sur les risques de la migration. Nous avons recensé, nous y allons, on les informe sur les risques de la migration irrégulière et nous les parlons aussi des problèmes rencontrés au désert ou même à la Méditerranée parce que le problème qui se pose est que, et comme vous avez dit, avant les années 85, voyager vers l'Europe était vraiment très facile. Et les retombées de ces personnes qui ont voyagé avant, ce n'est que maintenant que ces retombées sortent. C'est-à-dire, j'y vais, je fais 5, 10 ans et je reviens maintenant avec beaucoup d'argent. Mais le problème est que maintenant, pour y aller, ça devient de plus en plus difficile. Parce qu'avant, les gens, avec quelle méthode? On part, on va prendre le bateau et puis
on parlait avec la pirogue, le premier bateau qu'on va trouver sur la mer va nous sauver et puis on va nous amener dans un pays européen, de plus en plus l'Italie. Mais malheureusement aujourd'hui ce n'est plus le cas. C'est plus le cas. Nous avons des bateaux qui font des semaines, des mois avec des migrants à bord parce qu'ils n'ont pas de port où accoster. Hein? Alors il n'y a qu'un seul bateau à Méditerranée avec des gens. Donc c'est-à-dire si vous prenez vos petits pirogues pour y aller, vous avez de fortes chances de mourir parce qu'il n'y a aucune personne qui va sauver. Parce que le problème qui se pose est que ça devient de plus en plus un crime même de sauver l'être humain. En mer. En mer. C'est condamné de l'autre côté. C'est qu'il y a des politiques européennes aujourd'hui et puis les organisations luttent contre ça parce qu'il y a des bateaux de sauvetage qui sont combattus par les politiques européennes. Voilà, il y a des pays qui étaient ouverts comme l'Italie qui sont combattus par d'autres pays. Qui sont voilà, qui se referment. Vous savez qu'il y a Frontex qui existe et c'est même plus grave parce que vous savez, depuis quelques 2-3 ans, l'Union européenne a mis en place ce qui s'appelle les hotposts. C'est-à-dire, maintenant, il faut aller dans les États africains. En fait, c'est ce que nous on appelle. C'est que nous on appelle. Non. Ça existe déjà. Le Tchad a commencé avec ça. Donc, c'est l'exportation des frontières européennes à l'intérieur des pays africains. C'est-à-dire que. On recule les frontières européennes. On vient de les placer juste à la lisière de l'Afrique. On vous dit, ok, vous voulez partir en Europe, vous avez des problèmes. Au lieu d'aller demander. Comment ils appellent ça, de faire la demande d'exil sur place là-bas, vous demandez ça ici. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que c'est ici maintenant. Donc, nous on appelle ça les centres de tri quoi. Ils installent dans des pays africains les centres de tri. Et ça fait partie des choses qui plutôt, au lieu de décourager les gens, créent des envies. Et nous on explique ça à chaque fois aux Européens pour dire attention, c'est justement le durcissement des entrées en Europe qui crée davantage des envies parce que les gens veulent aller découvrir. Les gens se disent mais pourquoi est-ce qu'on ferme tant l'Europe? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de merveilleux de l'autre côté. Ils se battent pour y arriver. Alors que, on l'a dit ici, autrefois, les gens allaient étudier en France, en Europe, et ils rentraient librement. Ils n'avaient pas besoin de rester. Mais dès qu'on a commencé à fermer les frontières, à durcir avec les visas, les gens se battent, ils prennent d'autres voies, et ça a créé, n'est-ce pas, des réseaux de passeurs. Voilà un autre trafic qui existe aujourd'hui quand vous parlez de la Libye. Les réseaux de passeurs existent. Ils existent partout. Au Mali, ils existent partout. En Mauritanie, au Niger, au Maroc. Ils existent. Et c'est des gens qui brassent beaucoup d'argent. Et qui financent même cette affaire-là pour que ça ne finisse pas. Hein? Vous voyez un peu? Alors que si on avait ouvert les voies légales, mais je suis sûr que les gens iraient, comme avant, découvrirait que ce n'est pas aussi simple que ça et ils rentreraient simplement. Mais quand les gens investissent des millions de francs, n'est-ce pas de voies à risque, toute la souffrance de la route, quand ils arrivent là-bas, même quand c'est difficile, ils peuvent rester là-bas. C'est ça un peu le phénomène que nous vivons avec la question migratoire et en confrontation avec les politiques migratoires européennes qui ne sont pas du tout des politiques qui aident même l'Afrique parce que au lieu de travailler pour que, justement, en Afrique, aujourd'hui, qu'on crée des conditions pour que les jeunes puissent rester, on préfère plutôt de prendre des mesures politiques de durcissement des entrées en Europe. On croit que c'est avec ça qu'on va limiter. Non, ça ne limite pas, au contraire. Les gens trouvent d'autres voies et des moyens pour essayer de traverser. Docteur Mansi. Oui, les phénomènes migratoires, tels qu'ils sont perçus en Europe, constituent désormais un épouvantail politique. C'est-à-dire, on a créé la peur dans l'Européen, la peur de l'invasion. Et les Européens sont allés même plus loin à faire de la sous-traitance dans la défense de leurs frontières. Faire de la sous-traitance avec des mouvements terroristes en Libye. Puisque des pays comme la Libye sont des pays instables. Tampons. Ah d'accord, instables. Oui, instables et des pays tampons. Mais à l'époque, la Libye avait reçu des financements européens pour limiter l'immigration. Et à qui on a donné ces fonds pour limiter l'immigration? On a donné ça à des esclavagistes. Donc toutes ces politiques portent profondément atteinte aux droits de l'homme, aux droits humains. D'abord, se déplacer est un droit. La libre circulation des personnes et des biens prévue par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Se déplacer est d'abord un droit. Mais
analyser le problème de l'immigration est un vaste éventail. D'ailleurs, les Européens, les analystes, certains économistes se posent la question de savoir pourquoi les États africains ne mettent pas en place de véritables politiques publiques pour retenir leurs jeunes. Là, je vous dis, l'Afrique a 60% de terres arables. 60% des terres cultivables dans le monde sont en Afrique. L'Afrique a 67... Nous serons en 2050, nous serons pratiquement 1,5 milliard. On sera aussi nombreux que les Chinois, aussi nombreux que l'Inde. Mais nous n'avons pas encore dans nos États ou bien dans les organisations sous-régionales mis en place les politiques que nous affirmons nous-mêmes dans nos constitutions ou encore dans les traités de nos organisations sous-régionales. Voyez-vous? Donc là, c'est assez difficile parce que vous lancez la pierre aux Européens, on lance peur, pourquoi les gens s'en vont, c'est vrai, tout ça. Mais il faut savoir, quand vous aurez compris pourquoi les gens s'en vont, tout ça, les petits problèmes de quelques 10% d'Africains qui veulent rentrer en Europe seront des menus fréquents, c'est-à-dire des trucs sans importance. Je voudrais juste ajouter que pour beaucoup de pays africains, pour certains pays africains, la diaspora représente aussi une source de revenus. Au Sénégal, c'est la diaspora qui finance l'État sénégalais. Au Cameroun, d'ailleurs, les fonds envoyés par la diaspora dépassent toutes les aides qu'on reçoit. Ah, voilà. Non, même en Afrique en général, le fonds envoyé par la diaspora représente tout, dépasse tout l'aide publique au développement. Ça, c'est un cas. Donc, ce qui veut dire que il faudrait voir si les politiques n'ont pas intérêt à ce que favoriser la migration. Je voudrais juste rebondir sur un aspect pour lequel ma curiosité est aiguisée. Bon, alors, en essayant de comprendre la société dans laquelle je vis par des formations professionnelles ou autres choses, j'essaie quand même de m'approcher de certaines couches de la population. Et puis, je fais des observations qui m'impressionnent. Au niveau de l'éducation, c'est-à-dire que vous avez par exemple une offre de formation au Cameroun qui est exactement celle que peut produire un pays comme la France. Vous ne l'accepterez pas, mais je vous dirais qu'en matière de diversité de l'offre de formation, il y a des filières de formation que le Cameroun a, mais que l'on ne retrouvera pas très facilement en France. Je veux dire, et on va même dans le contenu de certaines formations, on va constater que parfois on a l'impression que c'est un peu plus difficile en Afrique, mais c'est faisable. Alors, comment se fait-il que dans certaines familles, parce que l'enfant du voisin est allé en France faire ses études de médecine, j'ai une opportunité pour que le mien fasse ses études de médecine au Cameroun, je n'en veux pas. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il aille faire ses études en France. Alors, ce phénomène, comment on l'explique autrement que par cette perception de ce que tout ce qui se fait à l'Occident est bon. Et c'est ça qui est bien. Et donc, c'est pourquoi je dis, on aura tout fait. On aura donné à l'Afrique tout le pouvoir économique qu'il faut. On aura donné à l'Afrique des routes, du travail pour jeunes et tout et tout. Tant que l'on n'a pas déconstruit l'idée que ce qui se passe là-bas, c'est ça qui est bon, mais que voulez-vous? On va continuer. L'immigration, ce n'est pas seulement ces personnes qui passent par les différentes voies, mais quel est donc il n'y a plus possible de sédentariser des étudiants en Afrique. Quand aujourd'hui, à peine il a pris son bac, il veut déjà s'en aller, mais pourquoi il veut s'en aller alors qu'il a la possibilité de se former bien chez lui au Cameroun? Alors, donc ça veut dire que c'est une question on fait le dernier tour de table sur ce premier thème. Avant d'introduire le deuxième, il reste moins d'une dizaine de minutes. On fait le dernier tour de table et puis on va introduire le deuxième thème. Oui, moi je pense que il y a aussi l'exploitation abusive de nos biens, de nos ressources, qui ont appauvri des populations qui se retournent désormais vers l'Europe. Je prends par exemple l'exploitation des ressources halieutiques par des grands bateaux occidentaux sur les côtes
côtes de l'Afrique de l'Ouest, l'exploitation de nos forêts, l'exploitation de nos mines. Je vous dis qu'en plus de ça, il y a le réchauffement climatique. Tous ces éléments contribuent à l'immigration des peuples vers le nord. Donc on a parlé des Africains, on n'a pas eu beaucoup de temps de parler de l'impact que constituent les politiques européennes sur l'Afrique. Ces politiques européennes sont génératrices de phénomènes migratoires. C'est ce que je voulais dire. Philippe? Non, je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique doit davantage travailler à l'unification, n'est-ce pas, de la région et à l'ouverture même, n'est-ce pas, des frontières à l'intérieur de la région africaine. Parce qu'on l'a dit, la migration intra-africaine constitue plus de 80% de la migration globale. Donc, et ce n'est pas connu. Il faut davantage valoriser justement les richesses africaines et mettre en valeur, faciliter, n'est-ce pas, les déplacements à l'intérieur de l'Afrique, parce que même à l'intérieur de l'Afrique, il y a encore des difficultés. C'est pour ça aussi que les gens parfois préfèrent aller là où ils sont certains, au lieu d'aller là où regardez par exemple la Guinée équatoriale, les gens ont commencé à s'expatrier là-bas, mais après il y a eu les refoulements. Et du coup, ça devient compliqué. Les réseaux sont mis en place. Je pense que l'Afrique gagnerait, si on veut lutter contre les départs des jeunes, à s'ouvrir d'abord au niveau sud-sud et à aussi améliorer la gouvernance, les gouvernances politiques. Parce que ça, c'est aussi un problème. Quand la gouvernance politique n'est pas améliorée, il y a, n'est-ce pas, des ouvertures, je vais dire des fissures, ça crée des fissures au déplacement. Une volonté de rejet de l'environnement local. C'est ça. Et donc je pense que vers l'extérieur. C'est un peu ça. Il y a le désespoir qui se crée d'année en année quand on explore un peu les pays africains. Et ce désespoir crée des envies d'aller chercher ailleurs. Je pense qu'il faut travailler là-dessus. C'est pour ça que moi je dis souvent aux jeunes, le risque que vous prenez, l'énergie que vous mettez, les moyens dont vous mettez pour aller vers l'Europe, mettons cette énergie, ces moyens, prenons ce risque-là à travailler pour améliorer la gouvernance politique locale, pour que la situation sociale et économique s'améliore et qu'on ait des conditions pour travailler sur place et bien vivre sur place et n'ait plus envie d'aller en Europe pour des moyens, à des fins économiques. Parce que la migration, on a oublié de le dire aussi, absolument, ce n'est pas seulement à des fins économiques. Les gens se déplacent aussi pour aller s'installer, c'est leur droit ailleurs. Et on peut avoir envie d'aller se déplacer ailleurs, d'aller découvrir ailleurs. Mais au moins, on aura réduit la migration à des fins économiques. Alors, Eric, on va prendre le dernier mot également de Hervé. Mais si on peut déjà commencer à faire entrer le deuxième panel, les dames avec qui on va discuter sur la dernière heure de cette émission. Ce serait peut-être bien, progressivement, pour qu'on gagne en temps. Merci Eric. Voilà, ça va se faire progressivement. Alors Hervé, votre fin mot sur la question. Oui, je voudrais dire que le problème de la migration... Là, on va faire comment? Direct alors. On va les voir entrer dans le plateau. Voilà. Allez-y, excusez-moi. Oui. Je voudrais dire que... dans toute notre tournée, nous avons remarqué qu'il y a deux raisons pour lesquelles les gens essaient à tout prix de prendre la route, des routes non légales, les voies à risque pour aller en Europe, ou bien même aussi dans les pays d'Asie, parce qu'on pense toujours que ce n'est que pour aller en Europe. C'est que la première, c'est le désespoir, c'est le manque d'espoir, on en a parlé ici. Le deuxième, la deuxième raison, c'est un manque d'information qui existe. Et ce manque d'information, nous le travaillons avec un partenaire pour pouvoir informer les jeunes, pas seulement les jeunes. Nous travaillons avec le partenaire qui s'appelle l'Association des rapatriés et de lutte contre l'immigration clandestine, AREC. Ce partenaire avec qui nous allons dans les lycées distribuer des journaux Mola et puis parler de ces risques sur la migration. Donc, à partir déjà aujourd'hui, le matin, nous étions à Bafia et ce soir, nous sommes ici parce qu'il n'y a pas que des lycéens qui se déplacent, étant donné qu'il faut joindre le plus grand nombre de personnes pour pouvoir les informer sur... Vous avez donné combien de temps pour tout ça? Nous sommes donnés, nous savons, le projet va jusqu'à la fin de cette année.
Le projet est financé par l'État allemand et va jusqu'à la fin de cette année. Et vous serez donc au Cameroun pendant toute cette période-là? Non, moi je viens juste implémenter le projet et comme je dis, je travaille avec des partenaires et je suis vraiment fier de travailler avec cette association qui regorge des gens qui ont vraiment vécu ces mots, qui ont vraiment vécu ce risque, parce que ce sont les personnes les mieux adaptées de parler de problèmes de la migration irrégulière. Merci beaucoup, Hervé Tchemele. Merci à Philippe Nanga, merci au docteur Joël Raphaël Wansi et merci à Maurice Somo, évidemment, qui était là pour cette première partie de l'émission. On va évidemment vous suivre, Hervé. on va vous suivre dans votre déploiement et évidemment on va essayer de voir ce que vous faites tout au long de ce moment. Merci beaucoup et à la prochaine. Alors on a pu le voir, le deuxième panel est en train de se mettre en place. Bergeline, voilà, vous allez vous asseoir juste à côté de moi. Rose va rester.